Netanyahou d'aujourd'hui n'est plus le Netanyahou que nous avons connu. Et donc, ça veut dire qu'il faut penser à l'avenir et qu'il faut le remplacer. Il y a des gens qui pensent comme ça maintenant dans le Likoud, vu les sondages. Donc, la lutte pour le pouvoir au sein du Likoud est en train de se développer à grande vitesse. Il y a des camps qui se forment et la manifestation de jeudi dernier reflétait une ou deux de ces tendances au sein du Likoud. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Yochanan Manor. Yochanan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, on a bien besoin de votre expérience pour essayer de nous aider à mieux décrypter, on va dire, la situation dans laquelle on se trouve. On est à la veille de la reprise des travaux de la Knesset, la session d'été, et cela intervient alors que la semaine dernière, il y a une grande manifestation de la droite israélienne en faveur de la réforme, et hier soir, une nouvelle manifestation contre la réforme, avec toujours, on va dire, des centaines de milliers de personnes qui descendent dans les rues. D'abord, premièrement, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que, par exemple, la manifestation de la droite pose un problème quelconque à Binyamin Netanyahou ? Elle le place face à un dilemme, comme l'ont dit certains observateurs ? C'est toute la question. C'est toute la question. Je pense que, d'abord, il faut essayer de comprendre quel est le sens de cette imposante manifestation, et qui a été organisé par plusieurs groupes politiques qui soutiennent l'actuel gouvernement de coalition. Alors, la première raison, à mon avis, c'est que c'est une tentative pour renverser le mouvement d'opinion majoritaire, qui s'était cristallisé au cours des derniers mois et surtout des dernières semaines contre la coalition actuelle et qui s'est reflété dans toute une série de sondages. Autrement dit, il s'agit, en quelque sorte, après une période de désarroi, d'un sursaut des partisans de cette coalition exclusivement de droite, Yémin, comme vous le savez, de regagner au moins une partie de l'appui électoral qui lui avait permis de se constituer. En tous les cas, de donner un coup d'arrêt au renversement de l'opinion. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est le slogan autour duquel cette tentative tente de se cristalliser, à savoir celui de l'égalité. L'égalité, c'est-à-dire quoi ? C'est intéressant. L'égalité de quoi ? De qui ? Eh bien, à mon avis, c'est l'égalité des voix, celle du premier Israël par rapport au second Israël, ou celle du second Israël par rapport aux élites de tous bords, qui s'est manifestée à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, notamment avec l'histoire des réservistes, notamment avec l'histoire des personnes qui travaillent dans le high-tech et des conséquences que ceci a pour l'économie israélienne et pour le futur de l'économie israélienne, de ses finances, des finances publiques. Comme on dit. Vous voulez dire en fait que les militants de la droite nationaliste, souvent sionistes religieux qui sont descendus dans la rue la semaine dernière, voulaient dire notre voix a le même poids que votre voix, vous n'avez pas de privilège parce que vous avez fait un service militaire brillant ou vous êtes dans le high-tech, etc. Absolument, absolument. Je pense que c'est une manière d'essayer de reconquérir des gens qui ont, au cours des dernières semaines, changé de bord. Absolument. C'est autour de ce thème-là que les supporters de l'actuelle coalition essayent de mettre un terme à l'hémorragie. C'est une hémorragie uniquement dans les sondages. Il y a pas. Enfin, bon, ça donne une idée. Et donc, je pense qu'après un moment de désarroi, il y a eu une organisation sérieuse, importante, et elle s'est manifestée donc jeudi dernier. Voilà. Maintenant, ça, ce n'est qu'une partie des choses. Il y a une deuxième raison à cette manifestation, à mon avis. Je pense qu'une partie de ceux qui l'ont organisée avait une autre idée en tête. Oui. C'est de mettre à mal, voire de faire capoter les discussions qui se mènent actuellement sous l'égide du président, pour aboutir à une réforme acceptable par une large majorité. Qu'est-ce que ça veut dire acceptable par une large majorité ? C'est-à-dire non seulement conforme à la déclaration d'indépendance,
mais conforme à un régime démocratique moderne. C'est-à-dire un régime démocratique moderne, c'est un régime où la majorité doit respecter non seulement la minorité, mais les minorités, et où l'équilibre véritable des pouvoirs se manifeste de façon à ce qu'aucun des pouvoirs ne peut s'imposer aux autres et que chacun est contraint de composer avec les deux autres. Ça, c'est une conception plus moderne et plus dynamique de la démocratie, mais elle est essentielle. Alors, en fait, pour essayer de résumer là encore, il y a, on va dire, les deux extrêmes. D'un côté, les organisateurs des manifestations au boulevard Balfour, qui, avec, par exemple, Yesh Atid, le parti de Yair Lapid, veulent donner un ton musclé à leur opposition à la réforme. Et de l'autre côté, il y a, on va dire, les partisans d'une réforme à tout prix, un peu conduit par Yariv Levin, le ministre de la Justice, qui a eu des mots très durs la semaine dernière envers les juges de la Cour suprême. Et au milieu, il y aurait, on va dire, un centre ou un centre droit qui voudrait, par tous les moyens, essayer de trouver un compromis. Je pense que les termes que vous avez utilisés peut-être ne reflètent pas exactement la situation. En ce sens que ce centre droit dont vous parlez, en réalité, c'est une majorité de l'opinion qui ne veut se positionner ni pour une réforme expéditive et qui, en fin de compte, ne fait que prévaloir le pouvoir exécutif sur les autres, et l'autre qui, au contraire, veut, arriver à une réforme de fond, en fin de compte, à donner une constitution à Israël, ce qui ne va pas arriver parce que ça prend du temps. Mais par contre, ce qui est nécessaire, c'est de se mettre d'accord sur des règles du jeu et de les respecter, et suivant un certain nombre de principes assez simples sur lesquels il est possible, il y a une majorité qui s'est dessinée dans l'opinion et qui existe également dans les partis et au travers des partis. Mais à part cela, il y a une troisième raison à cette manifestation. C'est la lutte de pouvoir qui maintenant s'est développée à pleine force au sein du Likoud. Parce qu'évidemment, Netanyahou d'aujourd'hui n'est plus le Netanyahou que nous avons connu. Non pas qu'il n'est pas aussi manœuvrier, non pas qu'il n'a pas l'expérience, il a l'expérience, une grande expérience, comme très peu d'autres personnes. Mais c'est parce que Netanyahou s'avère être moins porteur, moins moteur sur le plan d'arriver à convaincre une partie de l'opinion. Et donc, ça veut dire qu'il faut penser à l'avenir et qu'il faut le remplacer. Il y a des gens qui pensent comme ça maintenant dans le Likoud, vu les sondages. Donc, la lutte pour le pouvoir au sein du Likoud est en train de se développer à grande vitesse. Il y a des camps qui se forment et la manifestation de jeudi dernier reflétait une ou deux de ces tendances au sein du Likoud. Alors, je voudrais avoir votre appréciation. Si vous étiez conseiller de Binyamin Netanyahou, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire ? Est-ce que vous lui conseilleriez d'aller de l'avant dans la réforme, comme l'ont exigé les manifestants de jeudi soir dernier, ou alors de continuer à geler cette réforme le temps de tenter de parvenir pendant les 3-4 semaines qui viennent à une tentative d'accord ou de compromis avec l'opposition sur la réforme? Quelle question. Je pense que pour son bien, et surtout pour le bien du pays, il doit faire ce qu'il a dit, c'est-à-dire soutenir une discussion de fond sérieuse sur une réforme acceptable pour la grande majorité du pays. C'est pas facile. Il doit le faire en profitant peut-être du soutien massif dont il a bénéficié lors de cette manifestation, en disant, peut-être en essayant de mettre un peu le dos au mur l'opposition, en lui disant nous savons descendre dans la rue et nous avons l'intention, certes nous écoutons vos doléances, mais nous irons au bout du compte, nous irons de l'avant vers cette réforme. Je pense que, comme vous le savez,
le mois de mai est critique pour faire adopter le budget. Oui. Si le budget n'est pas adopté, il y a des élections. Donc son objectif maintenant, c'est de tout faire pour faire passer ce budget. C'est absolument vital pour le maintien de son gouvernement et pour ne pas aller à de nouvelles élections qui amèneront certainement des changements très profonds au sein du Likoud. Donc, à mon avis, il va tout faire pour cela. Son objectif maintenant, c'est de faire passer le budget. Si la poursuite des discussions sérieuses y aide, il le soutiendra. Sinon, si ce n'est pas suffisant, il risque d'y avoir du gaz dans de l'eau. Oui. Et là, on parle des orthodoxes qui pourraient mettre justement du gaz dans l'eau, c'est-à-dire que les orthodoxes, eux, veulent absolument voir voter cette fameuse loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot avant le vote du budget de l'État. Vous avez tout compris. Absolument. Absolument. Là, il y a vraiment des dilemmes importants. C'est pour ça que on est vraiment devant un grand point d'interrogation. Et on ne sait pas ce que va faire Binyamin Netanyahou. Et disons que c'est un homme qui est toujours très prudent, mais aussi très réaliste. Il décidera au dernier moment, comme toujours. Après avoir décidé les choses et fait machine arrière. Nous en sommes là. Je voudrais avoir votre appréciation sur un dossier dont on parle beaucoup ces derniers jours, et en tant qu'expert, en particulier du sionisme, de l'histoire du sionisme, vous n'êtes pas sans savoir le poids de la déclaration de l'indépendance. La question que je voudrais vous poser, on en parle beaucoup. Est-ce que, à votre avis, les pères fondateurs de l'État d'Israël, lorsqu'ils ont rédigé cette déclaration de l'indépendance, ou en tout cas ceux qui ont rédigé la déclaration de l'indépendance et ceux qui l'ont validée, pensez qu'elle serait encore autant d'actualité aujourd'hui, 75 ans après la création de l'État d'Israël, ou en fait, ils ont rédigé un document pour qu'il y ait une sorte de reconnaissance, on va dire, d'un État qui serait créé, qui serait reconnu par rapport aux nations. Quelle était leur intention quand ils ont fait cette déclaration de l'indépendance ? Leur intention, c'était d'abord d'exprimer des valeurs les plus profondes auxquelles le peuple juif s'identifiait et auxquelles la nation juive s'identifiait et allait s'identifier dans l'avenir. C'est vraiment au plus profond. Quand on fait appel aux prophètes, c'est toute l'histoire d'Israël qui est en jeu, c'est tout le sens de cette histoire. Donc ça, c'est ce que... Mais dans cette déclaration, il y a un élément intéressant auquel Agudat Israël, le parti à l'époque orthodoxe, le seul parti orthodoxe, je crois à l'époque, avait souscrit à condition qu'il y ait une exception pour 400 Bachurei Yeshivot. Dans cette déclaration, il y a le concept d'égalité. C'est le seul endroit où on la trouve, l'égalité. Et donc, la déclaration d'indépendance qui comprend cet élément-là, et que le seul document constitutionnel qui la comprenne, il y a d'autres lois qui la comprennent partiellement, comme la loi sur l'égalité des chances dans le travail, qui date déjà de plus d'une vingtaine, de presque 30 ans. Mais en général, ce concept-là n'est pas formulé comme il est formulé dans la déclaration d'indépendance. Et cette déclaration d'indépendance a été signée justement par un parti orthodoxe. Et en sous-main, la contrepartie que Ben Gurion a accepté de faire, c'était qu'il y ait au moins pour 400 Bachurei Yeshivot exceptionnels qui ne soient pas mobilisables.
Et donc, vous voulez dire que les pères fondateurs, lorsqu'ils ont rédigé cette déclaration ou l'ont signée, c'était dans une perspective à long terme. C'était pas seulement pour essayer de faire en sorte que l'État d'Israël soit reconnu dans le concert des nations? Non, c'était une conviction profonde qui remontait à l'aube de cette nation. Elle portait ce qui a fait cette nation et ce qui continue de la faire. Ce n'était pas pour plaire. Bien sûr, il fallait obtenir des suffrages, d'abord au sein des Juifs, au sein de la communauté de ceux qui allaient devenir des Israéliens, n'est-ce pas, dont les partis orthodoxes, bien sûr. Mais c'était d'abord quelque chose l'expression d'une conviction interne profonde et historique. Ce n'était pas pour, bien sûr, il y a l'élément, l'appel aux voisins arabes, ça, je pense que c'est des circonstances, mais c'est aussi correspond à la volonté de paix de cette nation. Le fait qu'il n'y ait pas écrit que l'État d'Israël sera un État juif, mais qu'il n'ait pas mentionné le terme démocratique, même si par la suite, dans les clauses, il y a en fait la définition de facto de la démocratie. Est-ce que c'était quelque chose aussi de voulu? Non, je ne pense pas que c'était quelque chose de voulu, parce que je pense que c'est au sein du Yishuv, à l'époque du mandat britannique, s'était développée une démocratie authentique. Et donc, on ne pensait pas à autre chose. Malgré le régime du mandat, il y avait un régime démocratique au sein du Yishuv juif. Et avec des partis très, très bien structurés qui vivaient ensemble, faisaient des compromis et donc pratiquaient la démocratie. Et on ne pensait pas à un autre système. C'était pas dans l'esprit que ça pouvait être autre chose. Donc la déclaration, selon vous, la déclaration de l'indépendance peut aujourd'hui servir de socle à une future constitution pour l'État d'Israël? Absolument. Je pense que c'est un élément important et ce n'est pas suffisant parce qu'il faut régler la manière dont les trois pouvoirs fonctionnent entre eux. Et il faut s'accorder sur un certain nombre de règles de base dont on a déjà une bonne idée, parce qu'on a quand même 75 années de pratique. Ça, c'est beaucoup. C'est important. La démocratie aujourd'hui, c'est pas la démocratie de Tocqueville. La démocratie aujourd'hui, c'est pas la démocratie du XXe siècle. C'est autre chose. Il y a d'autres pouvoirs qui sont très puissants, que je n'ai pas mentionnés. La presse et les réseaux sociaux, c'est un pouvoir énorme. Et ils osent. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas, on ne peut pas tout régler, mais il faut au moins régler ceux qui, sur le plan formel, les pouvoirs sur le plan formel, les rapports entre eux. Il faut se mettre d'accord sur les règles du jeu qui soient raisonnables, qui soient praticables, qui soient également efficaces. Eh bien, docteur Yochanan Manor, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, donc autour de la réforme judiciaire, de ces manifestations et donc de la déclaration de l'indépendance. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Yochanan. Shavua Tov. Bonne journée, Shabbat Shalom. Shavua Tov.